Si je vous raconte cette histoire, peut-être que vous ne me verrez plus jamais de la même manière. Certains secrets sont si lourds qu'ils ne devraient jamais exister, surtout pas sous le masque de la foi et de la dévotion. Pendant des années, j'ai cru que la plus grande menace pour mon bonheur venait de l'extérieur, du monde impur que mon mari, Arthur, s'efforçait de me faire rejeter. Quelle ironie! Le véritable danger dormait à mes côtés, chaque nuit, dans notre lit à Tours. Bonjour mes chéris, je m'appelle Océane. Vous pouvez m'appeler Mamie Océane, ou juste Océane. J'ai 71 ans aujourd'hui et je suis née en 1954. Je vis toujours à Tours, cette belle ville de la vallée de la Loire, mais l'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée ici même, il y a de nombreuses années, lorsque j'étais une femme de 43 ans, au cœur de ce que je croyais être une vie dévouée et irréprochable. C'est une histoire que j'ai gardée au fond de mon cœur pendant plus de 25 ans. Avant de commencer, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Je me réjouis tellement de savoir que ma voix atteint tant de coins différents de la France et du monde. Laissez ce petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide beaucoup cette vieille dame à continuer à partager ses souvenirs et surtout à aider d'autres femmes qui pourraient vivre la même chose que moi à l'époque. Nous étions en 1997. Les années 90 à Tours étaient calmes, douces. On sentait le progrès, mais la vie conservait encore un rythme lent, loin de la frénésie d'aujourd'hui. Nous vivions dans une petite maison mitoyenne près des bords de la Loire. C'était une maison propre, trop propre peut-être, car chaque surface devait refléter la lumière d'une manière qui plaisait à Arthur. Arthur, mon mari. À 43 ans, j'étais Océane, l'épouse de l'ancien Arthur. Et dans notre communauté religieuse, être l'épouse d'un ancien, c'était porter un titre qui venait avec un poids énorme, une responsabilité silencieuse. Arthur était respecté, admiré, presque vénéré dans la congrégation des témoins de Jéhovah. Il était un pilier de la foi, le premier à se lever pour la prédication, le dernier à quitter la salle du royaume. Il parlait avec une autorité douce, mais inébranlable, citant les Écritures avec une mémoire impressionnante. Je l'aimais, ou du moins, j'aimais l'idée de ce qu'il représentait, la sécurité, l'ordre, la promesse du paradis terrestre. Mais le respect qu'il recevait des autres ne se traduisait pas toujours par le respect qu'il me montrait à la maison. Arthur était un homme de routine, impeccable. Ses cheveux étaient toujours bien peignés, sa chemise toujours amidonnée. Le matin, avant le travail, il passait un long moment à préparer sa sacoche de prédication. Ah, cette sacoche, c'était un objet sacré. Un mallette de cuir marron foncé, rigide, toujours posé sur le petit guéridon à côté de la porte d'entrée. Elle contenait ses bibles, ses brochures, les magazines, la tour de garde et, réveillez-vous, toujours triés et rangés par ordre de date. La sacoche, pour Arthur, était l'extension de sa mission, la preuve tangible de sa dévotion à Dieu. Personne n'y touchait, surtout pas moi. Notre vie était entièrement rythmée par le calendrier de la congrégation. Les réunions, les études de livres, le service de chant. Si Arthur passait 20 heures par mois à prêcher, je devais en passer 18. Il veillait à ce que je ne m'éloigne jamais des limites strictes de ce que nous devions être. Pourtant, en 1997, quelque chose commençait à se fissurer. Ce n'était pas une grande dispute, ni une révélation soudaine. C'était une sensation subtile, comme un courant d'air froid s'infiltrant sous la porte de notre maison. Arthur était de plus en plus tendu. Son visage, habituellement serein lors des réunions, se contractait parfois quand il pensait que je ne le regardais pas. Il y avait aussi l'argent. Nous n'étions pas riches, loin de là. Arthur travaillait comme comptable dans une petite entreprise de matériaux de construction à Saint-Pierre-des-Corps. Il ramenait un salaire stable, mais il insistait toujours sur l'austérité. Chaque franc était compté, chaque dépense justifiée. C'était normal, disait-il, pour des gens qui attendaient la fin de ce système de choses. Mais ces derniers temps, il était obsédé par les dépenses, même les plus insignifiantes. « Océane, disait-il avec ce ton monocorde qui m'interdisait de répliquer, « tu as acheté une autre paire de bas? Sais-tu combien d'heures de prêche cela représente ?» Ce contrôle financier n'était pas nouveau, mais il s'était accentué et il était souvent lié à ses voyages. Arthur, en tant qu'ancien respecté, avait commencé à voyager de plus en plus souvent pour des besoins de service.
Il allait dans d'autres congrégations pour des discours spéciaux, des réunions de coordination ou des séminaires d'organisation. Ses voyages duraient un jour ou deux, et il partait toujours avec cette fameuse sacoche de cuir. Il me disait toujours qu'il allait chez des frères, qu'il dormait sur des canapés, qu'il mangeait simplement pour économiser l'argent de la congrégation. J'étais fière de son zèle, de son dévouement. C'est là que j'ai commencé à remarquer les incohérences. Un soir de mai 1997, Arthur est rentré d'un de ses voyages à Poitiers. Il était épuisé, mais pas de la fatigue habituelle que donne la route. Il semblait nerveux, presque agité. « As-tu vidé ma sacoche » m'a-t-il demandé brusquement, avant même de m'embrasser. « Mais non, Arthur, ai-je répondu, surprise. Tu sais bien que je ne touche jamais à ta sacoche de service. Elle est restée là où tu l'as laissée. » Il a hoché la tête, mais il est allé immédiatement vérifier. Je l'ai vu ouvrir le loquet, jeter un coup d'œil rapide à l'intérieur, puis la refermer avec un soupir de soulagement. Un soupir trop lourd pour être juste lié à un souci de brochure mal rangée. Le lendemain, il a fait quelque chose d'inhabituel. Il a pris sa sacoche et l'a fermée à clé. Oui, il a mis un petit cadenas. Un cadenas en laiton tout neuf, brillant. Je l'ai regardé faire depuis le cadre de la porte de la cuisine, sentant l'odeur du café frais que je venais de préparer. « Pourquoi le cadenas, Arthur ?» ai-je demandé, essayant de paraître désinvolte, mais mon cœur battait déjà plus vite. Il a tourné la tête lentement, ses yeux d'un bleu clair me fixant avec cette froideur que seuls les hommes rigides peuvent maîtriser. « C'est une mesure de prudence, Océane. Nous transportons des documents sensibles de l'organisation. Tu sais que le monde est plein de voleurs et de malfaiteurs. Je ne veux pas que l'œuvre de Dieu soit compromise par la négligence. » J'ai accepté son explication, comme j'acceptais toujours ses explications. Il était l'ancien. Il était le chef. Il était celui qui savait. Mais cette serrure, mes chéris, elle n'était pas là pour protéger la sacoche du monde extérieur. Elle était là pour la protéger de moi. Je l'ai vu partir à la hâte ce matin-là. Il était en retard pour son travail. Il a mis sa sacoche sous son bras, a enfilé son manteau beige et a claqué la porte sans même un adieu. C'est la première fois que j'ai ressenti la trahison avant même qu'elle ne se produise. C'est quand on vous met un cadenas sur quelque chose de votre vie que vous réalisez que la confiance a déjà déserté la maison. Arthur est rentré tard ce soir-là. Il a mangé en silence, les yeux rivés sur ses lectures théocratiques. Sa sacoche était, comme toujours, posée sur le guéridon. Il a posé le trousseau de clés de sa voiture sur la commode, mais la clé du cadenas de la sacoche était soigneusement attachée à son porte-clés personnel, celui qu'il gardait toujours dans la poche intérieure de sa veste. Ce soir-là, nous avons dormi séparément, comme c'était souvent le cas. Non pas par manque d'amour, mais par l'austérité de notre foi qui dictait que le sommeil devait être réparateur pour le service, et non distrayant. J'ai fait semblant de dormir. J'ai écouté les cloches de l'église au loin sonner minuit, puis 1 heure. Mon esprit tournait autour de cette petite mallette de cuir. Pourquoi le cadenas? Qu'est-ce qu'un ancien pouvait bien cacher dans sa sacoche de prédication qui nécessitait une protection physique contre son propre foyer? Des magazines? Des bibles? C'était ridicule. Puis, une idée m'a frappée, une intuition froide et métallique. La veste d'Arthur était accrochée sur le dossier de la chaise dans le salon. La clé était là, dans la poche intérieure. J'ai attendu, retenant ma respiration, jusqu'à ce que j'entende la respiration profonde et régulière d'Arthur depuis sa chambre. Il dormait. Un sommeil de juste, comme il aimait le dire. Je me suis levée. J'avais 43 ans, mais je me sentais vieille et lourde de peur. Le parquet craquait à chaque pas. J'ai marché pieds nus, la seule chose que j'entendais était le martèlement de mon propre sang dans mes oreilles. En arrivant dans le salon, j'ai vu la sacoche. Elle semblait plus grande, plus menaçante dans l'ombre de la lune qui filtrait par la fenêtre. J'ai pris la veste d'Arthur. J'ai fouillé la poche, et là, j'ai trouvé le trousseau. Le laiton froid de la petite clé du cadenas m'a brûlé le bout des doigts. C'était la première fois que je touchais à quelque chose d'interdit depuis mon mariage. Mes chéris qui m'écoutez, vous comprenez la gravité de cet acte. Dans notre monde, fouiller les affaires d'un ancien, c'était presque un péché contre l'organisation. C'était remettre en question l'autorité divine incarnée par mon mari. Mais mon instinct,
Cette voix faible que j'avais étouffée pendant des années au profit de la doctrine criait plus fort. Je me suis approché du guéridon. J'ai inséré la petite clé dans le cadenas. Le clic fut le son le plus fort que j'ai jamais entendu. J'étais certaine qu'il allait réveiller Arthur, qu'il allait me trouver là, en flagrant délit d'insoumission. Mais le silence est resté. J'ai soulevé le rabat de cuir. L'odeur familière de papier neuf et d'encre s'est dégagée. Au début, tout semblait normal. Les Bibles empilées, les traités rangés. J'ai déplacé les magazines de « La tour de garde » sur le côté. Sous la pile, il y avait le double fond habituel pour les papiers de l'Assemblée. C'est là que j'ai vu quelque chose qui n'avait rien à faire dans une sacoche de prédication. C'était un carnet. Pas un carnet de notes de sermon, mais un carnet petit, relié en cuir noir, qui n'avait pas l'air neuf. À côté, il y avait une enveloppe marron. J'ai sorti le carnet, mes mains tremblant tellement que j'ai failli le laisser tomber. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu des lignes d'écriture manuscrites, des chiffres, des dates. Ce n'était pas de la théologie, c'était une comptabilité. Une comptabilité détaillée, mais codée. Il y avait des noms de personnes que je reconnaissais, des frères et sœurs de notre congrégation et des congrégations voisines, mais à côté de leurs noms, il n'y avait pas d'heure de prêche. Il y avait des montants importants, des sommes qui, pour 1997, représentaient de vrais salaires annuels. Par exemple, Sœur Leclerc, 12-03-97, 50 000 F, V3. 50 000 francs. Pourquoi Sœur Leclerc donnerait-elle 50 000 francs à Arthur? Et qu'était ce code V3? Mon cœur a cessé de battre. Je me suis sentie étouffée, comme si l'air de la maison était devenu trop épais pour respirer. Je n'arrivais pas à comprendre. L'argent passait par le compte de l'organisation, pas par les mains personnelles d'un ancien, sauf pour les petites menues dépenses de service. Mais l'enveloppe marron, je l'ai prise. Elle était épaisse, lourde. Mon cerveau me disait de la laisser, de refermer la sacoche, de remettre le cadenas et de retourner au lit, d'oublier cette nuit. Mais mes doigts ne m'obéissaient plus. J'ai glissé mon doigt sous le rabat de l'enveloppe. Elle n'était pas scellée. Et ce que j'ai vu à l'intérieur, mes chéris, a transformé ma vie en un cauchemar éveillé. Ce n'était pas juste de l'argent. C'était la preuve que l'homme que j'avais épousé n'était pas seulement un ancien dévoué. Il était bien pire. Avant de vous révéler ce que contenait l'enveloppe, je dois faire une pause. Cette histoire est difficile à raconter, et je sais qu'elle touche de nombreuses personnes qui ont grandi dans des environnements très stricts. Si ce récit vous parle, laissez un commentaire. Dites-moi si vous avez déjà eu un pressentiment sur quelqu'un que tout le monde admirait. Vos messages sont mon soutien. Bien, continuons. J'ai sorti le contenu de l'enveloppe. D'abord, il y avait une pile de billets. Des billets de 500 francs français. Une liasse épaisse et compacte. Je ne pouvais pas dire combien il y en avait, mais c'était beaucoup plus d'argent que ce que j'avais vu en espèces depuis des années. Mais ce n'était pas le pire. Sous les billets, il y avait 2 documents. Le premier était une photocopie d'un reçu bancaire, daté de quelques jours auparavant. Le nom d'Arthur y figurait clairement, mais le compte de destination était un compte étranger, quelque part aux îles anglo-normandes, dans un paradis fiscal notoire. Le deuxième document, c'est celui-là qui m'a glacé le sang jusqu'aux os. C'était une lettre. Écrite sur du papier, à en-tête d'une entreprise immobilière basée à Tours, que je ne connaissais pas. La lettre était adressée à Arthur. Elle le remerciait pour son travail de coordination et de collecte de fonds et confirmait qu'il recevrait sa commission finale dès que l'opération de rachat du terrain de l'ancienne imprimerie serait finalisée. Il y avait aussi un post-scriptum qui disait « Les anciens ont été très coopératifs. Votre gestion de la collecte spéciale a été impeccable. » Je me suis effondrée sur la chaise. Arthur, l'ancien modèle, le pilier de la foi, n'était pas seulement en train de cacher de l'argent dans sa sacoche de prédication. Il était en train de détourner des fonds, de la corruption, utilisant son statut d'homme de Dieu pour orchestrer des transactions immobilières douteuses, impliquant apparemment d'autres anciens. Les 50 000 francs de Sœur Leclerc, ce n'était pas une offrande, c'était un investissement, un pot de vin. Je regardais la sacoche, ce symbole de pureté religieuse, et je voyais maintenant un coffre-fort pour des activités illégales. Mon mari n'était pas un homme de Dieu, c'était un escroc.
Et il utilisait sa position, le respect de sa communauté, pour s'enrichir, tout en nous forçant à vivre dans la plus stricte austérité. La peur a laissé place à une rage froide. L'homme qui me privait de tout, qui contrôlait chaque centime que je dépensais, qui jugeait mes pensées et mes actions au nom de la vérité divine, était lui-même le plus grand des hypocrites. J'ai tout remis dans l'enveloppe, j'ai remis l'enveloppe et le carnet sous les magazines, j'ai refermé la sacoche et j'ai remis le cadenas. Le clic fut silencieux cette fois. J'ai remis la clé dans la poche de sa veste. J'ai regagné ma chambre, mais je n'ai pas pu dormir. Je me suis allongé dans l'obscurité, les yeux ouverts, fixant le plafond. À 43 ans, j'avais découvert que toute ma vie, toute ma fondation, tout ce que j'avais cru sur l'homme que j'aimais, était une vaste, complexe et dangereuse imposture. Je n'étais pas seulement l'épouse d'un ancien. J'étais l'épouse d'un criminel. Et maintenant, je savais. Et savoir, mes chéris, c'est la chose la plus dangereuse qui soit quand on est marié à un homme comme Arthur. Le jour s'est levé sur Tours. Le soleil a filtré par les rideaux. Mais pour moi, la lumière s'était éteinte. Je devais maintenant agir comme si rien ne s'était passé, comme si je n'avais pas vu ce carnet, ces billets, cette preuve de corruption. Mais comment vivre avec un fantôme, un criminel caché derrière le sourire d'un homme pieux? Et surtout, comment allais-je m'en sortir sans mettre ma propre vie en danger? Si vous avez aimé cette première partie de mon histoire, laissez votre like et abonnez-vous. Dans la prochaine partie, je vais vous raconter comment cette découverte a fait basculer ma vie et le piège qu'Arthur m'a tendu quand il a compris que je savais trop de choses. C'est une histoire de courage, d'isolement et de la façon dont j'ai dû apprendre à survivre seul. Le lien de notre groupe WhatsApp est dans la description. Venez partager vos propres expériences, on vous attend avec amour. Le jour s'est levé sur Tours, un matin de fin mai 1997, et le soleil filtrait à travers les rideaux. Mais pour moi, la lumière s'était éteinte. Je suis resté allongé, raide, le cœur battant la chamade, sentant l'odeur du cuir de la sacoche qui planait encore dans l'air du salon. Je devais me lever, je devais agir. La routine était mon seul bouclier. Si Arthur soupçonnait ne serait-ce qu'une seconde que j'avais découvert sa trahison, sa corruption, ma vie ne vaudrait plus rien. Je me suis levé, j'ai enfilé ma robe de chambre et je suis allé préparer le café. Chaque bruit de la cafetière, chaque cliquetis de la cuillère dans le sucre, me paraissait assourdissant. J'attendais le son de sa porte. Arthur est apparu, frais, rasé de près, le costume impeccable. Il portait cette aura de droiture et de sérieux que les frères admiraient tant. Je l'ai regardé et j'ai vu le diable déguisé en ancien. « Bonjour Arthur », lui dis-je. Ma voix était étonnamment stable, même si mes mains tremblaient légèrement en lui tendant sa tasse. « Bonjour Océane. Tu as l'air fatigué. Tu n'as pas bien dormi ?» Il me fixait et je savais qu'il cherchait une faille, un signe. Les hommes comme lui ont un sixième sens pour la désobéissance. « Oh, juste un peu d'insomnie », dis-je en haussant les épaules, essayant d'imiter la légèreté que je n'avais plus. Tu sais, la chaleur de mai. Il a accepté mon explication, mais ses yeux ne me quittaient pas. Pendant qu'il buvait son café, il a passé son doigt sur le cadenas de sa sacoche, posé sur le guéridon. Un geste nonchalant, mais qui, pour moi, était un test. Il vérifiait que le cadenas était bien en place, que rien n'avait bougé. J'ai senti une rage froide monter en moi. Cet homme, qui me faisait vivre dans la peur constante de ne pas être assez pieuse, assez frugale, était en train de se moquer de moi, de l'organisation, de Dieu lui-même. Il a terminé son petit déjeuner en silence, puis il s'est levé, a enfilé son manteau beige. Il m'a donné un baiser rapide sur le front, ce baiser sans âme qui m'avait tant manqué par le passé, mais que je trouvais maintenant répugnant. « Je rentre tard, aujourd'hui, a-t-il dit. Réunion du comité. Prépare-moi un dîner simple. Oui, Arthur. Il est parti. J'ai entendu la voiture démarrer. J'ai attendu 5 minutes, juste pour être sûr qu'il n'avait rien oublié. Puis je me suis effondrée sur la chaise de cuisine. Mes chéris qui m'écoutez, vous avez déjà ressenti cette solitude absolue. Le monde extérieur vous voit comme l'épouse dévouée d'un homme respectable, mais vous savez que vous êtes seule, piégée avec un criminel. J'ai passé la journée à nettoyer la maison de fond en comble,
une façon névrotique de nettoyer mon esprit. Mais mes pensées revenaient sans cesse à ce carnet noir, à la liasse de billets et surtout à ce document sur l'immobilier et la mention des anciens coopératifs. Je devais comprendre le code. Je devais savoir qui d'autre était impliqué. Le soir, Arthur est rentré. Il n'avait pas l'air fatigué, il avait l'air satisfait. Un sourire mince flottait sur ses lèvres. Il a mangé son repas simple que j'avais préparé avec soin et a passé la soirée à étudier. Sa sacoche était, bien sûr, à côté de lui. La tension dans la maison était si épaisse que je pouvais la couper au couteau. Je ne pouvais plus le regarder sans voir l'escroc. Il ne pouvait plus me regarder sans soupçonner que j'avais vu. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai vécu comme un agent secret dans ma propre maison. J'observais ses moindres faits et gestes. J'ai réalisé que ses prétendus voyages de service à Poitiers ou La Rochelle coïncidaient toujours avec des dates clés dans le carnet. J'ai commencé à faire des recoupements. Je me suis souvenu de la sœur Leclerc, la femme mentionnée avec 50 000 francs et le code V3. Sœur Leclerc était une femme âgée, veuve, qui venait de vendre la maison de ses parents. Elle était connue pour être très riche, mais très seule et incroyablement pieuse. Elle n'aurait jamais donné un tel montant à Arthur sans une explication religieuse. Je me suis demandé si V3 ne signifiait pas vente 3. Était-il en train de convaincre des membres âgés, souvent isolés, de donner leur patrimoine immobilier à l'organisation pour qu'Arthur et ses complices puissent ensuite revendre ses biens et détourner les bénéfices via des comptes offshore? La perspective était terrifiante. C'était de l'abus de confiance à une échelle massive, utilisant la foi comme arme. C'est difficile, mes chéris, de vivre aux côtés de quelqu'un que l'on sait être un monstre. Chaque parole qu'il prononçait sur la pureté, la droiture, l'honnêteté, était un coup de poignard. Un après-midi, pendant qu'Arthur était au travail, j'ai pris mon courage à deux mains. Je devais revoir le carnet. Il fallait que je trouve des preuves irréfutables si je voulais un jour sortir de ce mariage sans être totalement anéanti. Mais comment obtenir la clé? Arthur ne la laissait plus dans sa veste. Il la portait maintenant sur lui, attachée à son porte-clés, qu'il ne quittait jamais. J'ai eu une idée folle, inspirée par le désespoir. Arthur avait un bureau à la maison où il gardait ses dossiers de service. Il avait aussi une boîte à outils dans la cave. Je savais qu'il y avait un vieux trousseau de clés de rechange, des clés inutilisées, qui traînaient là depuis des années. Je suis descendu à la cave. Le sol était humide, ça sentait la terre mouillée et la moisissure. J'ai trouvé la boîte et j'ai fouillé. J'ai trouvé ce que je cherchais, un petit jeu de crochets et de lime rouillée qu'il utilisait autrefois pour bricoler. J'ai pensé à utiliser l'une de ces petites limes pour forcer le cadenas, mais j'ai réalisé que si je l'endommageais, Arthur le verrait immédiatement. Il me fallait une copie de la clé. Mais comment copier une clé que je ne pouvais pas garder plus de 5 minutes? Je me suis souvenu d'un documentaire que j'avais vu à la télévision, un reportage sur les serrures. Il montrait comment les espions ou les voleurs prenaient l'empreinte d'une clé. J'ai cherché de la pâte à modeler ou de la cire, mais je n'avais rien de tel. Finalement, j'ai trouvé un petit pain d'argile à modeler que nos enfants avaient utilisé il y a des années pour l'école et que j'avais gardé dans une boîte à souvenirs. Mon plan était simple, mais risqué. Le soir, Arthur mettait toujours son trousseau de clés sur sa table de nuit avant de s'endormir. Ce soir-là, j'ai mis le réveil à 2 heures du matin. J'ai attendu dans l'obscurité, le cœur prêt à exploser. Quand le réveil a sonné, il était si silencieux que je me suis demandé si je l'avais rêvé. J'ai écouté la respiration d'Arthur. Elle était profonde et régulière. Il dormait. Je me suis levée, j'ai marché à pas de loup jusqu'à sa chambre. La lune filtrait juste assez pour que je puisse distinguer les objets sur sa table de nuit. J'ai vu le trousseau de clés. J'ai tendu la main, priant pour qu'il ne se réveille pas. J'ai détaché la petite clé en laiton du cadenas. Elle était froide, légère. J'ai reculé jusqu'au salon où j'avais préparé l'argile sur la table basse. J'ai pressé délicatement la clé dans l'argile, puis je l'ai retirée. La petite empreinte était parfaite. Je suis retourné dans sa chambre et j'ai remis la clé à sa place. Le tout n'a pris que 2 minutes, mais j'avais l'impression d'avoir couru un marathon. Je me suis glissé sous mes couvertures, trempé de sueur froide, tenant l'argile comme si c'était mon propre cœur.
Le lendemain matin, j'ai agi comme si de rien n'était. Arthur est parti au travail. J'ai pris l'empreinte en argile et je suis allé chez un serrurier dans un quartier éloigné de Tours, où il n'y avait aucune chance qu'il me reconnaisse ou qu'il connaisse Arthur. J'ai raconté une histoire simple. J'avais perdu la clé de mon petit coffre à bijoux hérité de ma mère. Le serrurier, un homme aimable et âgé, n'a posé aucune question. Il a copié la clé en 10 minutes. J'avais maintenant la clé de l'enfer. Mon plan était de pénétrer dans le bureau d'Arthur pendant qu'il était au travail. Il gardait la sacoche cadenassée dans un tiroir de son bureau, mais il ne la fermait jamais à clé, car il pensait que le cadenas de la sacoche était une protection suffisante. L'après-midi, j'ai mis ma nouvelle clé dans ma poche et je suis allé au bureau. J'ai tiré le tiroir. La sacoche était là, toujours aussi menaçante. J'ai inséré la clé, tourné, et le clic a retenti. J'ai soulevé le rabat de cuir, j'ai pris le carnet et j'ai commencé à copier les noms et les chiffres dans mon propre petit carnet, que j'avais caché dans la cuisine. Je devais être rapide. Ce que j'ai découvert en décodant les premières lignes a confirmé mes pires craintes. Le code V3 n'était pas seulement Vente 3. Il y avait aussi L1, D2, des initiales suivies de numéros. Les initiales correspondaient à des noms d'autres anciens dans les congrégations voisines. Arthur n'était pas un loup solitaire. Il faisait partie d'une meute. Ils utilisaient leur position pour identifier les membres vulnérables, les inciter à léguer leurs biens à l'organisation, puis ils détournaient une partie des fonds lors de la revente grâce à la complicité de l'entreprise immobilière que j'avais vue sur la lettre. C'était un réseau de corruption théocratique. Je travaillais rapidement, mes mains noircies par l'encre. J'avais copié la page de Sœur Leclerc et d'une autre sœur de Niort quand j'ai entendu un bruit. Un bruit de moteur, trop proche de la maison. Arthur était rentré. Mon sang s'est glacé. Il n'était pas censé rentrer avant 6 heures. Il était 4 heures. J'ai paniqué. J'ai jeté le carnet dans la sacoche. J'ai refermé le rabat et j'ai refermé le cadenas. J'ai glissé la sacoche dans le tiroir et j'ai couru hors du bureau, mon petit carnet de notes caché dans ma poche. J'ai à peine eu le temps de courir jusqu'à la cuisine et de faire semblant de préparer le thé quand la porte d'entrée s'est ouverte. Arthur est entré. Il était pâle. Ses yeux bleus, habituellement froids, étaient injectés de rage. Il a claqué la porte et s'est arrêté juste devant moi. « Océane. Pourquoi es-tu dans la cuisine ? Je prépare le thé, Arthur. Tu as l'air contrarié. Tu n'étais pas censé rentrer si tôt. » Il m'a regardé, un sourire étrange et cruel sur les lèvres. J'avais un pressentiment, Océane. Un pressentiment que je ne pouvais pas ignorer. Il a fait un pas vers moi. « J'ai oublié un document important dans mon bureau. J'aimerais que tu viennes avec moi pendant que je le récupère. » Je savais qu'il savait. Ou du moins, il soupçonnait. Il ne m'aurait jamais demandé de l'accompagner dans son bureau autrement. C'était son territoire interdit. Il m'avait tendu un piège, mes chéris. Le piège d'un homme qui ne pouvait pas imaginer que sa femme soumise et effacée ait le courage de lui dérober sa clé. J'ai senti l'argile sèche dans la poche de ma robe de chambre où j'avais laissé l'empreinte originale. « Bien sûr, Arthur, » dis-je en essayant de paraître nonchalante. « Je t'accompagne. » Nous sommes allés dans le bureau. Arthur a tiré le tiroir. Il a sorti la sacoche et l'a posée sur le bureau. Il a pris son trousseau, a inséré la clé et a tourné le loquet. Le clic était net. Il a ouvert la sacoche, a fouillé rapidement les documents habituels, puis a soulevé la pile de magazines pour accéder au double fond. Et là, il s'est figé. Il n'a rien dit. Il a sorti le carnet noir. Puis il a sorti l'enveloppe marron. Il a compté rapidement la liasse de billets, puis il a jeté un coup d'œil au reçu bancaire et à la lettre. Tout était là. Rien ne manquait. Il a refermé la sacoche, a remis le cadenas et a regardé la clé sur son trousseau. Il m'a regardé, perplexe. Étrange, Océane. J'étais pourtant sûre d'avoir senti que quelque chose clochait. Peut-être que je devrais moins voyager. La fatigue me joue des tours. Il s'est retourné pour remettre la sacoche dans le tiroir. J'ai soupiré de soulagement. J'avais échappé à la catastrophe. Mais en même temps, mon cœur battait la chamade. Il était suspicieux. Alors qu'il remettait la sacoche dans le tiroir, il s'est arrêté. Il a posé la main sur le bureau et il a souri.
un sourire qui ne laissait rien présager de bon. Tu sais, Océane, j'ai bien réfléchi à tout ce que nous avons. Je pense que nous devrions vendre cette maison. Vendre la maison? Mais Arthur, nous vivons ici depuis 20 ans. Pourquoi? Il a tiré le tiroir complètement. Et là, j'ai vu une petite marque sur la surface intérieure, une éraflure que je n'avais pas remarquée. Il m'a regardé. J'ai besoin de savoir que ma femme est entièrement dévouée à l'œuvre. Et si nous vendons cette maison, tu n'auras plus de distractions mondaines. Nous irons vivre dans un appartement plus petit, plus austère. Et nous aurons un compte bancaire commun, pour que je puisse gérer nos finances plus efficacement. C'était la punition. Il avait peut-être raté la preuve de ma clé copiée, mais il avait senti mon insubordination. Et il m'enfermait dans une cage financière, m'isolant totalement. Il a avancé vers moi, son regard bleu acier. « Tu n'auras plus besoin de t'inquiéter de rien, Océane. Je prendrai soin de tout. Parce qu'une femme qui s'occupe des finances de la maison finit toujours par s'occuper de ce qui ne la regarde pas. » C'était sa façon de me dire « Je sais que tu as regardé, et maintenant tu vas payer. » La vente de la maison était le piège. Si j'acceptais, je serais financièrement dépendante, incapable de partir avec mes propres économies. Si je refusais, il saurait que j'avais quelque chose à cacher. Je devais trouver un moyen de récupérer les preuves, de dénoncer son réseau et de fuir avant que je ne perde le peu de liberté qui me restait. Mais comment une femme de 43 ans, sans métier ni argent, pouvait-elle affronter un ancien corrompu et son réseau secret à Tours en 1997 ? La bataille venait juste de commencer. Dans la prochaine partie, mes chéris, je vais vous raconter comment j'ai dû jouer le jeu d'Arthur pour gagner du temps et la tentative désespérée que j'ai faite pour obtenir de l'aide de l'extérieur avant qu'il ne m'enferme définitivement. Ne partez pas, cette histoire est loin d'être terminée. J'avais l'impression d'être une actrice sur une scène minuscule, jouant la pièce de ma propre destruction. Arthur attendait ma réponse. Son regard bleu acier vissé sur moi, ne laissant aucune place à l'hésitation ou à la protestation. Ce moment précis, dans ce petit bureau rempli de dossiers de service et du silence lourd d'une vérité imprononçable, fut le véritable point de bascule. Si je refusais de vendre notre maison, il aurait la confirmation que je cachais quelque chose. Si j'acceptais, je signais mon arrêt de mort financière. J'ai avalé ma salive, sentant ma gorge sèche. J'ai forcé un sourire, un masque de résignation que j'avais perfectionné pendant des années de mariage. C'est une idée radicale, Arthur. Vendre la maison. Mais si c'est ce que tu crois être le mieux pour notre spiritualité et pour l'œuvre, alors je te fais confiance. Le mot « confiance » sonna faux dans mes oreilles, mais il eut l'effet escompté sur lui. La rage dans ses yeux s'estompa, remplacée par une satisfaction mesurée. Il aimait me voir plier. « C'est parfait, Océane. Je savais que tu comprendrais l'importance de la simplicité et du sacrifice. Nous allons commencer les démarches demain. Je m'occuperai de l'agent immobilier, tu n'auras qu'à t'occuper de faire le tri dans tes affaires. » Il avait gagné le premier round, mes chéris. J'avais accepté le piège, mais en acceptant, j'avais aussi acheté du temps. Je devais ralentir le processus. Je savais que les transactions immobilières, même les plus simples, prenaient des semaines, voire des mois en 1997. J'avais besoin d'utiliser ce temps pour deux choses, rassembler davantage de preuves et trouver une porte de sortie juridique. J'ai immédiatement commencé à jouer mon rôle de femme sentimentale et dépassée. Tu sais, Arthur, j'ai tellement de souvenirs ici. 20 ans de vie. J'ai les affaires des enfants, les vieux albums photos. Je ne peux pas simplement jeter tout ça. J'aurai besoin de beaucoup de temps pour organiser le tri, surtout avec toutes les obligations de la congrégation. Il a soupiré, mais le ton était indulgent. D'accord, Océane, je te donne 1 mois pour faire le tri. Mais pas un jour de plus. Et sois efficace. Le déménagement sera rapide. 1 mois. 30 jours pour démanteler un réseau de corruption, mettre mes finances à l'abri et échapper à un mari manipulateur. La pression était insoutenable. Dans les jours qui ont suivi, Arthur est devenu encore plus méticuleux. Il était toujours suspicieux de mon éraflure sur le tiroir, de mon air absent. Il ne laissait plus sa sacoche sans surveillance, même lorsqu'il allait sous la douche. Il la prenait avec lui. Il était devenu mon ombre. Cette solitude s'est intensifiée. J'observais ses gestes, ses regards.
Il parlait à d'autres anciens au téléphone, mais ces conversations étaient codées, remplies de termes vagues sur la gestion des fonds et les frères dans le besoin. Mes chéris qui m'écoutez, vous avez déjà ressenti cette solitude absolue? Le monde extérieur vous voit comme l'épouse dévouée d'un homme respectable. Mais vous savez que vous êtes seul, piégé avec un criminel. Laissez-moi un cœur dans les commentaires si vous comprenez cette sensation d'être totalement isolé. Mon premier objectif était de comprendre les conséquences légales de la vente de la maison et de la centralisation des comptes. Si nous vendions et si l'argent était déposé sur un compte commun géré par lui, je n'aurais plus rien. Je devais contacter un avocat, mais comment? Je ne pouvais pas appeler depuis la maison. Arthur vérifiait tout, y compris les factures de téléphone. J'ai inventé un prétexte. J'avais besoin d'acheter des tissus rares pour un projet de couture pour la congrégation, des choses que l'on ne trouvait que dans le centre-ville de Tours, loin de notre quartier. Arthur n'aimait pas l'idée, mais il ne pouvait pas refuser si cela servait l'œuvre. Il m'a donné de l'argent pour les courses et m'a regardé partir avec un air de suspicion. J'ai fait les courses rapidement. Puis, j'ai trouvé une cabine téléphonique publique, à l'angle d'une rue bondée. Je me suis senti incroyablement vulnérable, utilisant une pièce de monnaie pour appeler un avocat que j'avais trouvé dans les pages jaunes, dans un quartier que je n'avais jamais fréquenté. J'ai parlé d'une voix basse et rapide, racontant une histoire fictive. « Bonjour maître, je vous appelle au sujet d'une amie. Elle est mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et son mari insiste pour vendre leur maison et mettre tous les fonds sur un seul compte qu'il gérera. Mon amie n'a pas de métier. Que peut-elle faire pour protéger sa part ?» L'avocat, dont la voix était fatiguée, a été direct. « Madame, si votre amie n'a pas de preuves d'abus financiers, il est très difficile d'intervenir dans un mariage. Si la maison est vendue, elle aura droit à la moitié des fonds. Mais si le mari prend le contrôle exclusif du compte, elle doit prouver que cet argent est détourné ou mis en danger. Elle a besoin de preuves tangibles, de relevés, de documents. Sans cela, elle n'aura qu'une bataille longue et coûteuse. » J'ai raccroché, le cœur lourd. L'avocat avait confirmé mes craintes. Il me fallait des preuves. Il me fallait retourner dans la sacoche. Je suis rentrée à la maison, jouant la femme épuisée par le shopping. Arthur m'a à peine regardé, plongé dans ses études. Mon opportunité est arrivée 2 jours plus tard. Arthur avait un déplacement exceptionnel. Un ancien régional de Paris venait à Poitiers pour une réunion spéciale avec les anciens importants de la région. Arthur ne rentrerait pas avant le lendemain soir. 24 heures de liberté relative. J'ai passé la journée à marcher sur des œufs, faisant semblant de trier des vieux vêtements dans la cave. Une fois qu'Arthur a quitté la maison, j'ai ressenti un mélange d'excitation et de terreur. J'ai mis la clé copiée dans ma poche et je me suis dirigée vers le bureau. Je savais que je devais être rapide, méthodique et ne rien laisser au hasard. J'ai ouvert le tiroir, sorti la sacoche et inséré ma clé. Le clic familier du loquet résonna dans le silence de la maison. J'ai ouvert le double fond. J'ai sorti le carnet noir. Cette fois, je ne me suis pas contenté de copier des initiales. J'ai cherché le lien direct avec l'entreprise immobilière que j'avais vu mentionner dans le reçu bancaire. J'ai feuilleté les pages. Et là, j'ai trouvé une nouvelle section, écrite cette fois non pas en code V3 ou L1, mais en termes clairs. C'était une liste de commissions. Sœur Duval, Niort, vente 2108. Prix 450 000 F. Notre part, 3 anciens coop, 120 000 F. Et juste en dessous, j'ai vu une mention qui m'a fait froid dans le dos. Une petite note manuscrite datée de 3 semaines auparavant. Transfert compte personnel. A. 40 000 F. C'était la preuve. Il ne se contentait pas de détourner l'argent pour un vague fonds de l'œuvre secret. Il prenait sa part. 40 000 francs directement dans sa poche. Et il y avait les initiales A pour Arthur. J'ai copié la page entière dans mon petit carnet caché, y compris les références bancaires que j'avais notées auparavant et que je pouvais utiliser pour vérifier l'existence de ce compte personnel. Mais il y avait autre chose. Sous la liasse de billets, il y avait un document plié que je n'avais pas remarqué la première fois. Il était rédigé sur du papier à en-tête d'un cabinet d'avocats de La Rochelle. J'ai déplié le document. C'était une procuration.
Un pouvoir donné à Arthur, le désignant comme l'exécuteur testamentaire et le mandataire général d'une sœur âgée, la sœur Charpentier, qui était visiblement très malade. La procuration lui donnait le droit de gérer tous les biens immobiliers et financiers de la sœur. C'était le mécanisme de la corruption. Arthur ne se contentait pas d'inciter au don. Il prenait le contrôle total des biens des personnes vulnérables avant même leur mort. C'était bien plus qu'une escroquerie. C'était de la prédation. J'ai eu un haut le cœur. Cet homme, cet ancien qui parlait de pureté, était un vautour. Et j'étais sa complice silencieuse. Je devais agir vite. J'avais les preuves. Maintenant, il fallait les sortir du jeu. Je remis tout en place, refermai la sacoche et le tiroir. J'ai même vérifié les raflures que j'avais faites la dernière fois. Elle était toujours là, mais elle semblait insignifiante sous la lumière tamisée. J'ai pris mon petit carnet de notes et j'ai couru dans la cuisine, où je l'ai caché dans le double fond d'une boîte de farine, la seule chose qu'Arthur ne toucherait jamais. Le lendemain, Arthur est rentré. Il était fatigué, mais son air était triomphant. La réunion était très productive, Océane. Nous avons pris des décisions importantes pour l'avenir de l'œuvre. Il n'a pas mentionné la maison, mais j'ai vu un courrier sur la table du salon, une enveloppe d'une agence immobilière. Les démarches étaient lancées. J'ai senti le nœud se resserrer autour de ma gorge. J'avais l'impression de manquer d'air. Le temps s'accélérait. Je ne pouvais pas aller voir la police. Si je dénonçais Arthur, mon mariage éclaterait dans un scandale théocratique. Je serais immédiatement étiquetée comme une femme amère, une apostate, et mon témoignage serait balayé. Je devais d'abord me protéger, m'assurer que ma famille comprenne, et surtout, sauver mes propres finances. J'ai pris une décision audacieuse. J'allais contacter les enfants. Nos 2 enfants, mes chéris, étaient adultes à cette époque. Notre fils, qui avait 24 ans, vivait à Paris pour ses études. Notre fille, 20 ans, était encore à Tours, mais très engagée dans la congrégation. Les 2 avaient été élevés dans la peur de l'extérieur, dans l'obéissance absolue à leur père. J'ai décidé de commencer par notre fils, plus éloigné de l'influence quotidienne d'Arthur. Je suis allée à la cabine téléphonique à nouveau. Cette fois, j'ai appelé mon fils. J'ai utilisé un ton neutre, mais urgent. « Bonjour mon chéri, c'est maman. »« Ça va ?» Il était surpris de mon appel. Nous nous parlions rarement par téléphone. « Ça va, maman. Tout va bien à la maison. »« Papa ? » ?»« Oui, tout va bien, mais j'ai besoin que tu viennes me voir ce week-end. Seul, c'est très important. » Il a hésité. Les voyages impromptus n'étaient pas la norme chez nous. « Je ne sais pas, maman. J'ai beaucoup de travail. J'ai forcé mon ton à devenir plus ferme, plus maternel, celui qui ne laissait aucune place à la discussion. Écoute-moi bien. J'ai besoin de te voir. Il y a quelque chose de grave qui se passe avec ton père et la maison. Quelque chose que je ne peux pas dire au téléphone. » Le mot « grave » l'a finalement convaincu. « D'accord, maman. Je prendrai le train samedi matin. »« Mais que se passe-t-il ? Ne t'inquiète pas. Je t'expliquerai quand tu seras là. Surtout, ne dis rien à ton père. » Rien. J'avais un allié potentiel, le seul que je pouvais espérer avoir. Mais si mon fils choisissait la loyauté envers son père et l'organisation, je serais en danger de mort. En attendant le week-end, la tension avec Arthur était à son comble. Il passait ses soirées à examiner les documents immobiliers, à parler de transactions avec l'agent. Je devais rester calme, attentive, et surtout, ne jamais laisser transparaître la peur. Je savais qu'Arthur ne se contenterait pas de me laisser tranquille après la vente de la maison. Son regard sur moi avait changé. Il ne voyait plus sa femme soumise. Il voyait un objet à contrôler, une variable à neutraliser. Quand mon fils est arrivé le samedi, je l'ai accueilli avec un calme forcé. Arthur était à la salle du royaume pour une réunion d'anciens. J'avais 3 heures avant son retour. Je l'ai fait s'asseoir dans le salon. Je lui ai servi un thé, les mains tremblantes. « Mon chéri, ce que je vais te raconter est la vérité la plus difficile de toute ma vie. Ton père n'est pas l'homme que tu crois. » J'ai commencé à lui raconter l'histoire de la sacoche, du cadenas, de la clé copiée. Puis, j'ai sorti le petit carnet de notes que j'avais caché dans la farine. Il m'a écouté, son visage se décomposant à mesure que je lisais les noms, les codes de vente et le montant du transfert personnel d'Arthur. « Mais maman, c'est impossible. Papa est un ancien. Il est intègre. C'est contre tout ce qu'il nous a appris.
Mon fils était en état de choc. La foi de toute une vie était ébranlée. Je sais, mon amour, mais c'est la vérité. Regarde, j'ai les références bancaires. J'ai le nom de l'entreprise immobilière. Il utilise sa position pour voler les membres les plus vulnérables de la congrégation. Il a pris le carnet, ses mains tremblaient, plus que les miennes. Et maintenant, il veut vendre la maison. Il veut me rendre totalement dépendante de lui. Je n'ai nulle part où aller. Je ne peux pas aller à la police sans que ça nous détruise tous les deux. J'ai besoin de ton aide. Je dois m'enfuir. Mon fils a levé les yeux vers moi. Il n'était plus le petit garçon obéissant. Il était un homme confronté à la chute de son idole. « Que veux-tu que je fasse, maman ?» Je lui ai dit mon plan. J'avais besoin qu'il ouvre un compte bancaire discret en mon nom, à Paris, où Arthur ne pourrait jamais le trouver. J'allais lui confier mes maigres économies que j'avais cachées dans la maison pendant des années, pour qu'il les dépose. Et j'avais besoin de lui pour m'aider à préparer ma fuite. Il a hésité, le poids de la décision étant visible sur ses épaules. Mais finalement, l'amour d'une mère a pris le dessus sur la peur théocratique. Je vais t'aider, maman. Mais il faut être très prudent. Si papa découvre ça, je sais, mon chéri. C'est pour cela que tu ne dois rien dire à ta sœur. Elle est trop proche de lui, trop engagée. Elle ne comprendrait pas. Il est reparti à Paris le dimanche soir, emportant avec lui non seulement l'argent de poche que j'avais réussi à économiser au fil des ans, mais aussi une copie manuscrite des preuves du carnet. J'avais un plan. J'avais un allié. Mais l'horloge tournait. Arthur avait déjà commencé à montrer la maison à des acheteurs potentiels. La vente était imminente, et avec elle, l'isolement financier total. Dans la partie suivante, mes chéris, je vais vous raconter la période de la vente de la maison, l'escalade de la paranoïa d'Arthur et la trahison inattendue qui a failli me coûter ma liberté. Tenez-vous bien. La période qui a suivi le départ de mon fils avec les preuves fut le moment le plus angoissant de ma vie. Je marchais dans ma propre maison comme dans un champ de mines. Arthur était là, mais il n'était qu'une ombre hostile. Son triomphe après la réunion à Poitiers l'avait rendu encore plus arrogant, et sa paranoïa, loin de diminuer, avait atteint un niveau suffocant. Il passait des heures au téléphone, mais cette fois, il chuchotait, utilisant des termes si ambigus que je ne savais jamais s'il parlait de la congrégation, de l'immobilier ou de la maison. Il parlait de la nécessité de consolider les actifs et de la dispersion des risques. Tout cela, je le savais, n'était qu'un jargon codé pour le vol et l'évasion fiscale. Je devais jouer mon rôle de femme pieuse et obéissante à la perfection. Je préparais ses repas, je repassais ses chemises pour les réunions d'anciens, et je me taisais. Mais à l'intérieur, j'étais une machine de guerre en attente. Chaque jour, Arthur recevait des appels de l'agent immobilier. Les visites de la maison ont commencé. Des couples, des familles, des jeunes mariés venaient admirer la façade en pierre, le jardin bien entretenu. Ils parlaient de leur avenir dans ces murs, et mon cœur se serrait. Ce n'était pas juste une maison, c'était le seul endroit au monde où j'avais l'impression d'avoir une part de moi-même. Pendant les visites, Arthur m'assignait des tâches dans le jardin ou la cuisine, m'empêchant de parler aux acheteurs potentiels. Il avait peur que je dise quelque chose, que je révèle la tension qui régnait dans l'air. Mais chérie, vous avez déjà eu cette sensation d'être effacée, comme si vous n'étiez qu'un meuble dans votre propre vie. L'argent de la vente, c'était le prix de ma liberté, mais aussi la destruction de mon foyer. Si cette histoire résonne avec vous, laissez un cœur dans les commentaires. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule à avoir ressenti cette peur. J'ai profité de chaque visite pour faire disparaître subtilement mes affaires personnelles. Quelques bijoux de famille, sans grande valeur, les vieilles photos que je n'osais pas laisser derrière, un petit album de jeunesse. Je les ai emballés et cachés dans la cave, dans des cartons étiquetés, vêtements d'hiver pour la charité. Encore un prétexte que même Arthur ne se donnerait pas la peine de vérifier. Puis est arrivé le jour de la signature de la promesse de vente. C'était un jour de pluie glaciale à Tours et le ciel semblait pleurer à l'unisson de mon âme. Arthur est revenu du notaire avec un sourire froid et triomphant. « C'est fait, Océane. Nous avons trouvé un acheteur. La vente sera finalisée dans 6 semaines. L'argent sera déposé sur le compte commun.
Il a souligné le mot « commun » avec une ironie cruelle. Il savait très bien qu'une fois l'argent déposé, il transférerait tout sur son compte personnel, en utilisant les procurations qu'il détenait des autres anciens. Et je ne pourrais rien prouver sans les relevés que je n'avais plus. Dans les semaines qui ont suivi, le contrôle d'Arthur est devenu total. Il a cessé de me donner de l'argent pour les courses. Il a dit que nous devions réduire nos dépenses en prévision de notre déménagement. Il achetait lui-même l'essentiel, s'assurant que je n'ai aucune occasion de me rendre seul en ville ou d'utiliser une cabine téléphonique. Il avait aussi remarquablement augmenté sa surveillance de la ligne fixe. S'il me voyait près du combiné, il arrivait immédiatement, demandant qui j'appelais. C'est à ce moment-là que la trahison est arrivée, non pas d'un ennemi, mais de celle que j'avais cherché à protéger. Notre fille. Notre fille, appelons-la Élodie, avait 20 ans à l'époque. Elle était dévouée corps et âme à l'organisation. Elle voyait son père, Arthur, comme l'incarnation de la droiture et de la foi. Elle avait été élevée dans l'idée que les choses terrestres n'avaient pas d'importance et que toute forme de secret ou de désobéissance à l'autorité théocratique était un signe de faiblesse spirituelle. J'avais fait l'erreur de penser qu'elle n'était pas assez attentive pour remarquer mon stress ou mes absences. Mais la peur rend les enfants perspicaces. Un soir, alors qu'Arthur était rentré tard, il m'a appelé dans le bureau. Son visage était sombre, non pas de colère ouverte, mais d'une froideur calculée qui m'a glacé le sang. « Océane, j'ai appris que tu as fait des choses inhabituelles ces derniers temps, des sorties en ville sans raison, des appels téléphoniques discrets. J'ai senti la panique monter, mais j'ai réussi à garder mon calme. Je ne vois pas de quoi tu parles, Arthur. J'ai fait quelques courses pour la congrégation, comme tu me l'avais demandé. » Il a souri, un sourire horrible qui ne touchait pas ses yeux. « Ne me prends pas pour un idiot. J'ai parlé avec Élodie. Elle m'a dit que tu étais sorti plusieurs fois, seule, et que tu étais revenu agité. Elle m'a aussi dit que tu as eu une conversation longue avec ton frère il y a quelques semaines, et que tu l'as supplié de ne rien dire. » Mon cœur a manqué un battement. J'avais appelé mon fils pour le convaincre de venir. Et Élodie, fidèle à son père, avait interprété mon insistance comme un signe de complot, ou pire, de faiblesse spirituelle. Elle avait tout raconté à Arthur. Élodie a vu ses actions comme une preuve de ma déloyauté envers la famille et l'œuvre. Pour elle, un ancien n'a pas de secret, et si sa mère en a, c'est qu'elle est sous une mauvaise influence. J'ai senti la douleur de la trahison me traverser. Non pas une trahison méchante, mais une trahison par ignorance et endoctrinement. J'étais simplement inquiète pour la vente de la maison. Je n'ai aucune sécurité financière, Arthur. Il s'est rapproché de moi, ses yeux perçants. Ta seule sécurité financière est ta loyauté et ta confiance en Jéhovah, Océane, et en ton mari. J'ai l'impression que ces derniers temps, ta confiance est ébranlée. Il a pris une décision immédiate, visant à couper mes dernières tentatives de contact avec l'extérieur. À partir d'aujourd'hui, tu ne sortiras plus seul. Pour toute course, nous irons ensemble. Et je vais changer le code du téléphone. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être distraits par des conversations inutiles alors que nous servons l'œuvre. J'étais prisonnière. Élodie, sans le savoir, avait scellé les murs de ma cage. Arthur ne me faisait plus confiance du tout. Je savais que je devais accélérer mon plan. J'avais 6 semaines avant la vente définitive. 6 semaines avant qu'Arthur n'ait la main sur tout notre capital. Mon fils, à Paris, avait ouvert le compte en banque. Je devais maintenant organiser la logistique de la fuite, mais comment faire sans pouvoir sortir, sans pouvoir téléphoner? J'ai passé les jours suivants à simuler une repentance profonde. Je me suis montrée plus dévouée, plus soumise, demandant pardon à Arthur pour mes inquiétudes terrestres. Mon jeu était si convaincant qu'Arthur, rassuré par mon retour à la soumission, a commencé à relâcher légèrement son attention. Il y avait une dernière chose que je devais faire avant de partir. Une chose essentielle pour que mon plan fonctionne. Je devais m'assurer que la vérité sur Arthur soit révélée, non seulement à la police, mais aussi à la communauté, pour que mon témoignage ne soit pas balayé comme celui d'une femme amère. Je me souvenais du nom de la sœur Charpentier, celle dont Arthur détenait la procuration sur les biens immobiliers. Je savais qu'elle vivait à La Rochelle, pas très loin, et qu'elle était très malade. Si je pouvais la contacter, si je pouvais lui parler, mais comment? Arthur était mon ombre.
C'était un dimanche après-midi. Arthur était absorbé par la préparation de son discours public à la salle du royaume. Il était entièrement concentré, le genre de concentration qui le rendait sourd au monde extérieur. J'ai saisi ce moment de distraction. Je me suis souvenu d'un petit détail insignifiant que j'avais appris des années auparavant. Un de ses vieux amis anciens, de passage à Tours, lui avait révélé le code d'une ligne téléphonique sécurisée qu'ils utilisaient parfois pour des communications sensibles. Arthur ne s'en servait que très rarement pour des urgences de la congrégation, mais le code était resté le même. Je suis allé au téléphone, mon cœur battant la chamade. J'ai composé le code, puis le numéro du cabinet d'avocat de La Rochelle, celui dont j'avais vu l'entête sur le document de procuration dans la sacoche d'Arthur. La chance était de mon côté. L'avocat a répondu. « Cabinet Maître Dubois. Bonjour. » J'ai chuchoté, sentant que je n'avais que quelques secondes. « Maître, je vous appelle au sujet de Sœur Charpentier. Je suis sa voisine. Je suis très inquiète. Son mandataire, Arthur, semble pressé de vendre ses biens. » L'avocat a pris une voix de bureaucrate fatigué. « Madame, monsieur a une procuration en bonne et due forme, signée par la cliente elle-même. Nous ne pouvons rien faire. J'ai dû être plus direct, plus dramatique. Vous ne comprenez pas, il est en train de la voler. Il utilise sa position d'ancien pour la dépouiller avant qu'elle ne meure. J'ai des preuves de sa corruption. J'ai entendu un silence à l'autre bout du fil. Puis, l'avocat a repris, d'une voix plus basse et plus intéressée. « Des preuves, dites-vous ? Quel genre de preuves ? Je lui ai donné les références bancaires que mon fils avait copiées. J'ai mentionné la société immobilière de Niort et les commissions cachées. J'ai tout noté. Je suis la femme d'Arthur. Je veux dénoncer cette fraude avant qu'il ne prenne tout l'argent de la vente de notre maison. » Il y a eu un autre silence. Le bruit des feuilles d'Arthur, tournées dans le bureau voisin, a résonné dans mes oreilles. « Madame, si ce que vous dites est vrai, vous êtes dans une situation dangereuse. Pouvez-vous me faxer ces documents ? Je ne peux pas. Arthur me surveille. Je dois m'enfuir. J'ai besoin d'une protection. L'avocat m'a donné des instructions claires, rapides et précises. Si vous êtes en danger, trouvez un moyen de m'envoyer ces informations par la poste, à l'attention de mon associé. Ensuite, vous devez partir. Dès que nous aurons ces preuves, nous pourrons geler les transactions immobilières d'Arthur, y compris celles de la sœur Charpentier. » J'ai raccroché juste au moment où Arthur toussait dans le bureau. J'avais fait le pont. J'avais maintenant un contact légal à l'extérieur qui, avec les preuves que mon fils détenait à Paris, pourrait faire chuter Arthur. Le problème, c'était le temps. La vente de notre maison était dans 6 semaines. Ma fuite devait avoir lieu avant cela. La pression était intenable. J'étais seule, trahie par ma propre fille et surveillée par un prédateur qui était sur le point de sécuriser la totalité de nos actifs. Je devais trouver une fenêtre de tir pour m'échapper sans qu'Arthur ne comprenne avant qu'il ne soit trop tard. Dans la partie suivante, mes chéris, je vais vous raconter comment j'ai réussi à m'échapper de Tours en pleine nuit, l'urgence de l'opération et la façon horrible dont Arthur a réagi à ma disparition. Accrochez-vous, car c'est là que le véritable danger a commencé. Les jours qui ont suivi mon appel furtif à Maître Dubois ont été une torture silencieuse. Je jouais mon rôle à la perfection, celui de l'épouse dévouée, repentante de ses angoisses matérielles. Je passais mes journées à nettoyer, à cuisiner les plats préférés d'Arthur, tout en écoutant le tic-tac incessant de l'horloge qui me séparait de la vente de la maison. 6 semaines. Le temps s'écoulait comme du sable fin entre mes doigts. Arthur, rassuré par ma docilité apparente et surtout par le fait que ma fille, Élodie, était sa meilleure espionne, avait relâché son étreinte, mais seulement d'un cran. Il me permettait de faire de petites courses à pied dans le quartier, mais toujours avec une limite de temps et sans accès à la voiture. C'était ma seule opportunité. Le lendemain de mon appel à l'avocat, j'ai prétexté avoir besoin d'une nouvelle bobine de fil pour recoudre un vêtement d'Arthur, un détail si insignifiant qu'il n'y a prêté aucune attention. J'ai enfilé mon manteau le plus ample, celui qui pouvait cacher le petit paquet de documents que j'avais préparé, et je suis sortie. Chaque pas était un acte de rébellion, chaque battement de mon cœur un tambour dans le silence de ma peur. J'ai marché rapidement vers le bureau de poste le plus proche, une petite annexe sans surveillance particulière. J'ai envoyé l'enveloppe recommandée à l'associé de Maître Dubois, contenant le nom de la société de Niort, les dates des transactions et la copie manuscrite des relevés bancaires. Je ne devais pas perdre une seconde.
J'ai payé le timbre et le recommandé avec la petite somme d'argent que mon fils m'avait laissée lors de sa visite. En glissant l'enveloppe dans la fente, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Mais un autre, bien plus lourd, s'est installé. Celui de l'urgence. Maintenant que l'épreuve était en route, je devais disparaître avant qu'Arthur ne prenne conscience de la menace légale qui planait sur lui. Mon fils, mon cher Arthur Junior, avait tout organisé de son côté. Nous avions convenu d'un mot de passe et d'une date approximative lors de notre dernière conversation. Je devais trouver le moyen de lui confirmer le jour exact. J'ai attendu l'opportunité parfaite, la réunion de zone. Arthur, en tant qu'ancien, devait se rendre à Poitiers pour une réunion spéciale de 2 jours avec les surveillants de circonscription. C'était la seule fois où il quittait la maison pour une durée prolongée et où il se concentrait sur des affaires théocratiques, au point d'en oublier ma présence. Le jeudi soir, Arthur a fait sa valise, sa fameuse mallette de service à portée de main. Il m'a donné des instructions précises sur ce que je devais faire en son absence. Ne pas déranger Élodie, ne pas gaspiller d'électricité et bien sûr, ne pas utiliser le téléphone. Je le regardais partir, son costume impeccable, son sourire de droiture factice. Je serai de retour samedi matin pour le service. Ne t'inquiète de rien, Océane. Je me suis approchée et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je l'ai embrassé sur la joue. Un baiser de Judas. Fais attention à toi, Arthur. Je veillerai sur la maison. Je suis restée à la fenêtre jusqu'à ce que sa voiture disparaisse au coin de la rue. Un silence profond et lourd est tombé sur la maison. J'ai respiré à fond, sentant l'adrénaline se répandre dans mes veines. C'était maintenant ou jamais. La première chose que j'ai faite a été de me rendre à la cabine téléphonique du quartier. Je n'avais pas le droit d'être absente trop longtemps, car Élodie, ma fille, pouvait rentrer à tout moment. J'ai composé le numéro que mon fils m'avait donné. Il a décroché à la première sonnerie. C'est moi. Le train part vendredi soir. Tu es prête? J'ai prononcé le mot de passe. La rose a fleuri. Cela signifiait « Oui, je pars demain soir. Viens me chercher à la gare de Saint-Pierre-des-Corps. » Il m'a donné l'heure précise. 18h25. Je devais être là. Je suis rentré chez moi. Mon cœur battait la chamade, mais mon esprit était d'un calme glacial. La peur avait disparu, remplacée par une détermination féroce. J'ai passé le reste du jeudi et la journée de vendredi à préparer ma disparition. J'ai récupéré les cartons de vêtements d'hiver pour la charité que j'avais cachés à la cave. J'ai trié ce qui était essentiel, mes papiers d'identité, le peu d'argent liquide qui me restait, quelques vêtements simples. Je devais laisser la maison dans un état qui ne soulèverait pas l'alarme immédiate. Arthur devait penser que j'étais simplement partie faire des courses, ou que j'étais chez une amie, le temps de me donner l'avance nécessaire pour atteindre la gare sans qu'il puisse immédiatement alerter la police. À 14h, j'ai dit à Élodie que j'allais faire une longue promenade pour me vider la tête, car l'idée de vendre la maison m'était trop pénible. Élodie, jeune, égocentrique dans sa foi, m'a regardé avec un mélange de pitié et de supériorité spirituelle. Ne t'inquiète pas pour les choses terrestres, maman. Concentre-toi sur le paradis. Elle était trop occupée à préparer sa réunion de pionnière auxiliaire pour se soucier de mon absence. J'ai quitté la maison, un sac de voyage discret sur mon épaule, lourd de mes quelques affaires et du poids de mes années de mariage. J'ai regardé une dernière fois la façade en pierre de la maison de Tours, le jardin que j'avais cultivé, le lieu où j'avais élevé mes enfants. Une larme solitaire a coulé sur ma joue. C'était un adieu à ma vie d'avant, à Océane, la femme soumise. Je me suis dirigée vers la gare, marchant pendant près d'1 heure pour éviter de prendre un taxi, car Arthur aurait pu vérifier les registres. À la gare, j'ai acheté mon billet pour Paris, le cœur serré d'excitation et d'effroi. J'étais à l'heure, à l'endroit convenu. Et là, mon fils était là, grand, fort, sa présence rassurante me donnant le courage de monter dans le train. Le train a démarré à l'heure. Chaque centimètre qui nous éloignait de Tours était un pas vers la liberté et un pas vers le danger. Nous sommes arrivés à Paris tard dans la soirée. Mon fils m'a emmené dans un petit appartement qu'il partageait avec des amis. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi d'un sommeil léger, mais sans la peur constante d'Arthur. Mais le répit fut de courte durée. Le samedi matin, Arthur est rentré de Poitiers. Il s'attendait à me trouver dans la cuisine, préparant son petit déjeuner.
Il a trouvé la maison vide et silencieuse. Il a appelé Élodie. Elle lui a dit que j'étais partie la veille au soir pour une longue promenade. Au début, Arthur a pensé que j'étais simplement fâchée. Il a appelé quelques amis de la congrégation. Personne ne m'avait vue. Il a appelé mon frère, qui, bien sûr, a nié savoir quoi que ce soit. C'est à ce moment-là qu'Arthur a commencé à paniquer. Non pas par amour ou inquiétude, mes chéris, mais parce que son empire financier était en jeu. Il a fait le tour de la maison. Il a vérifié le bureau. Rien n'avait bougé. Puis, il est descendu à la cave. Il a vu les cartons étiquetés « Vêtements d'hiver pour la charité ». Quand il les a ouverts et qu'il a constaté qu'ils étaient vides, la vérité l'a frappé comme un coup de poing. Je n'étais pas partie pour une promenade. J'étais partie pour de bon. Il a immédiatement pensé aux documents. Il a cherché partout dans la maison les relevés de compte et le carnet de notes que j'avais copié. C'est là que le véritable danger a commencé. Arthur a compris que j'avais non seulement quitté le foyer conjugal, un péché impardonnable dans la congrégation, mais que j'avais emporté la preuve de sa fraude. Il a hurlé. Élodie, qui était dans sa chambre, a entendu son père, l'ancien respecté, le pilier de la foi, se déchaîner comme un homme possédé. Il a brisé le téléphone contre le mur. Il a jeté les chaises. Il a immédiatement appelé ses contacts dans la congrégation, mais pas pour signaler ma disparition à la police. Non. Il a appelé ses amis anciens à Niort, à La Rochelle. Il leur a dit que j'avais eu une crise nerveuse et que j'étais partie avec des documents importants de la congrégation. Il a tenté de contrôler le récit immédiatement. Mais il y avait un problème. À Tours, le bureau de poste venait de livrer l'avis de réception de mon envoi recommandé à Maître Dubois. Arthur a intercepté le courrier. En voyant l'entête du cabinet d'avocats de La Rochelle, il a compris que mon plan était bien plus élaboré qu'une simple fugue. J'avais contacté l'avocat de Sœur Charpentier. J'avais envoyé les preuves de son escroquerie. La rage d'Arthur n'avait plus de limite. Il n'était plus le mari trompé. Il était le criminel exposé. Il savait que dans les jours qui suivaient, les transactions immobilières de la Sœur Charpentier seraient gelées, et par extension, l'attention serait portée sur son compte commun, qui devait bientôt accueillir l'argent de la vente de notre maison. Il devait me trouver avant que les avocats n'agissent, avant que les anciens de la région ne comprennent qu'il était un fraudeur, pas un homme de Dieu. Il a utilisé le seul outil qu'il lui restait, la peur et la manipulation religieuse. Il a demandé à Élodie de m'appeler, sur le portable de mon fils, dont il connaissait l'existence mais ne savait pas qu'il était mon complice. Élodie m'a appelé en pleurs, sous la direction d'Arthur. « Maman, rentre s'il te plaît, papa est tellement inquiet. Tu es en train de nuire à l'œuvre de Jéhovah. Si tu es spirituellement faible, rentre, on va t'aider. Mais il faut que tu ramènes les documents qui appartiennent à papa. » Arthur essayait de me faire croire qu'il s'agissait d'une affaire de foi, alors qu'il s'agissait d'une affaire de prison. J'ai refusé de parler à Élodie. J'ai dit à mon fils de couper la communication. Je savais que si je disais un mot, Arthur pourrait tracer mon appel. Pendant ce temps, Arthur mettait en branle toutes ses connexions. Il a appelé tous les surveillants de circonscription, tous les anciens qu'il connaissait, leur demandant de me chercher. Il a peint le tableau d'une femme dérangée, en fuite avec des fonds de l'organisation. Il fallait que je me cache. Paris était trop grand, mais aussi trop dangereux. Mon fils et moi, nous devions nous éloigner. Me revoilà à Paris, mes chéris, en 1997, dans une petite chambre sans fenêtre, vivant comme une fugitive. C'est là que je me suis rendu compte de la cruauté de la situation. Arthur n'était pas seulement un homme corrompu. Il était un prédateur avec une armée de fidèles involontaires. Chaque témoin de Jéhovah à Tours et aux alentours était un œil et une oreille pour Arthur, croyant sincèrement qu'ils aidaient un frère en difficulté et protégeant l'organisation d'une femme apostate. Mon fils a pris la décision. « Maman, nous devons partir de Paris. Nous devons aller là où personne ne pensera à te chercher. » Il a suggéré le sud, vers Marseille, où il avait un oncle éloigné qui ne faisait pas partie de l'organisation et qui pourrait m'héberger temporairement. Mais avant de partir, nous devions assurer la sécurité des preuves. Mon fils, avec l'aide d'une amie avocate, non liée à Maître Dubois, a fait une copie numérisée du carnet et de tous les documents. Il a conservé l'original dans un coffre-fort bancaire à Paris,
au cas où Arthur tenterait de nous forcer à le rendre. Le dimanche soir, alors que je m'apprêtais à quitter Paris, j'ai appris par un vieil ami d'Arthur que les anciens de Tours avaient officiellement été informés de ma fugue. Arthur avait organisé une petite réunion à la salle du royaume pour dénoncer publiquement ma conduite. Il était en train de me discréditer entièrement, de me présenter comme une femme instable et malhonnête. Mon nom était en train d'être traîné dans la boue. La réputation que j'avais construite pendant des décennies s'effondrait en quelques heures, tout ça pour protéger le secret d'un homme corrompu. Arthur a réussi à contacter le notaire. Il a tenté de faire avancer la date de la signature finale de la vente de la maison, prétextant que ma maladie rendait nécessaire une résolution rapide de nos biens. Il voulait l'argent avant que Maître Dubois ne puisse geler ses actifs. C'était une course contre la montre. Si l'argent tombait sur le compte commun avant l'intervention de la justice, Arthur disparaîtrait avec tout, me laissant non seulement sans le sou, mais aussi coupable de délits de fuite et d'apostasie. Mon voyage vers le sud a commencé dans le secret et l'urgence. Je devais maintenant prouver la corruption d'Arthur, non seulement pour me sauver, mais pour exposer l'hypocrisie qui régnait derrière les murs de cette organisation religieuse. Je suis arrivé à Marseille, épuisé, mais avec un sentiment de puissance nouvelle. J'étais seule, mais je n'étais plus soumise. Mais mes chéris, Arthur n'avait pas dit son dernier mot. Il a utilisé ses connexions pour essayer de me localiser. Et ce qu'il a fait ensuite a prouvé qu'il était prêt à tout pour protéger son secret. Dans la prochaine partie, je vais vous raconter comment Arthur a utilisé la loi pour essayer de me capturer et de me faire passer pour folle, et comment Maître Dubois a finalement réussi à intervenir pour geler les biens. Préparez-vous, car l'affrontement légal a été brutal. Me revoilà à Marseille, mes chéris. Le contraste était violent. D'un côté, le soleil et le bruit du port, de l'autre, l'angoisse glaciale qui me rongeait l'estomac. Mon fils et moi étions dans une petite chambre, loin de Tours, mais la guerre, elle, n'avait pas de frontières. Elle se déroulait dans les bureaux d'avocats, dans les salles de réunion et, pire que tout, dans la tête de chaque témoin de Jéhovah qui me connaissait. L'affrontement légal, comme je vous l'avais promis, fut brutal. Arthur n'a pas perdu de temps. Moins de 48 heures après avoir reçu l'avis de réception de l'envoi recommandé à Maître Dubois, il a réagi. Il a contacté la gendarmerie locale à Tours pour signaler ma disparition. Mais il n'a pas dit la vérité. Non. Arthur, l'ancien respecté, a déclaré que j'étais parti sans raison après avoir fait une crise de déséquilibre mental et que, dans ma confusion, j'aurais emporté des documents confidentiels appartenant à la congrégation, des documents administratifs importants pour le fonctionnement de l'organisation. Il a présenté le tableau d'une femme dérangée dont la fuite était une menace pour la communauté religieuse. Il s'est positionné en victime du destin et de la faiblesse spirituelle de sa femme. Le premier signe de cette manœuvre est arrivé par l'intermédiaire de mon fils, Arthur Junior, qui était en contact permanent avec Maître Dubois. Un matin, le téléphone de mon fils a sonné. C'était l'avocat. « Océane, il faut que vous sachiez qu'Arthur a déposé une plainte. Il prétend que vous êtes instable et que vous avez volé des documents. » Mon sang s'est glacé. C'était son plan, me discréditer au point que si je portais plainte contre lui, personne ne me croirait. Il faisait de moi la folle avant que je ne puisse prouver qu'il était le criminel. En parallèle, Arthur a déposé une demande urgente de divorce. Il a utilisé l'argument de l'abandon du domicile conjugal pour obtenir l'accélération de la procédure de vente de la maison. Il espérait que, en mon absence et avec les preuves de ma supposée instabilité, le juge lui accorderait la pleine gestion des actifs, y compris le produit de la vente de la maison. Arthur voulait l'argent avant que les documents que j'avais envoyés à Maître Dubois ne soient officiellement examinés. Il jouait la montre. S'il obtenait l'argent, il disparaîtrait, et je serais à jamais celle qui a fui, la coupable, la folle. Mon fils et moi étions terrifiés. Nous étions loin, mais les tentacules d'Arthur s'étendaient jusqu'à nous. Chaque fois que je sortais pour acheter de quoi manger, je regardais par-dessus mon épaule, craignant qu'un témoin de Jéhovah zélé, croyant sincèrement faire le bien, ne m'ait reconnu et ne contacte Arthur. La pression était immense sur Maître Dubois. Il devait agir immédiatement, non seulement pour stopper la vente de la maison, mais aussi pour contrer la narration d'Arthur auprès de la police et du tribunal. J'ai passé des heures à faxer à l'avocat tous les détails qui pouvaient aider,
les dates précises où Arthur m'avait forcé à signer les documents, le contexte de la vente de la maison, les menaces qu'il avait proférées. Mon fils a passé des nuits entières à organiser ces informations. À ce moment-là, mes chéris, vous vous rendez compte que la peur n'est plus de mourir, mais de perdre la vérité. C'est difficile de se battre quand la personne en face a réussi à convaincre tout le monde que vous êtes la méchante de l'histoire. Avant de continuer cette histoire, je voulais demander à vous tous qui m'écoutez. Vous êtes déjà sentis aussi seuls, face à un mur d'injustice où personne ne croit en votre parole? Laissez votre cœur dans les commentaires si cette histoire vous touche. Cela donne du courage à cette vieille dame. Maître Dubois, heureusement, était un avocat expérimenté. Il a compris immédiatement la nature de l'escroquerie et la tactique d'Arthur. Il a utilisé les copies numérisées que mon fils lui avait envoyées, ainsi que les relevés bancaires de Sœur Charpentier, pour obtenir une ordonnance d'urgence du tribunal de La Rochelle. Cette ordonnance n'était pas encore une accusation criminelle, mais une mesure conservatoire. Elle gelait immédiatement tous les actifs d'Arthur liés à la vente immobilière de Niort, et surtout, elle mettait sous séquestre le produit de la vente de notre maison de Tours. C'était une course contre la montre pour bloquer la signature chez le notaire que Arthur avait réussi à avancer. Le jour J est arrivé. Arthur était censé signer les papiers de la vente de la maison de Tours. Il se présentait au bureau du notaire, confiant, pensant que, sans moi, il obtiendrait l'intégralité de l'argent et pourrait disparaître dans la nature. Arthur Junior a reçu un appel du cabinet de Maître Dubois. L'avocat avait réussi. Il avait faxé l'ordonnance au notaire quelques heures avant la signature. Quand Arthur a appris au bureau du notaire que la vente était suspendue, que les fonds seraient gelés et qu'une enquête était ouverte sur l'origine des fonds liés à l'affaire Charpentier, il a explosé. Je me suis imaginé la scène. Arthur, l'homme au costume impeccable, le pilier de la congrégation, se déchaînant devant des professionnels, perdant tout contrôle. Il a hurlé à la conspiration, à l'ingérence illégale, se démasquant publiquement. Le notaire, qui le connaissait comme un homme pieux, a dû assister à la chute de son masque. Le gel des actifs fut une victoire monumentale, mes chéris. Arthur ne pouvait plus toucher à l'argent de la maison. Il était coincé à Tours, obligé de se battre légalement. Mais cette victoire a eu un prix. Arthur a compris qu'il ne pouvait pas gagner la guerre légale en me faisant passer pour folle. Il a donc intensifié la guerre religieuse. Il a fait pression sur Élodie. Ma fille, sous son emprise, a commencé à m'envoyer des lettres déchirantes, non pas pour s'inquiéter de ma santé, mais pour m'accuser de nuire à l'image de Jéhovah. « Maman, tu dois rendre les documents, sinon tu seras exclue. L'organisation est plus importante que tout. Tu ne penses qu'à toi. » Ces mots me blessaient plus que les menaces d'Arthur. Ma fille ne voyait pas son père criminel, elle voyait sa mère apostate. Arthur a utilisé son influence pour s'assurer que les anciens de Tours publiaient une annonce lors du service du dimanche matin. Mon nom a été prononcé publiquement devant la congrégation. J'ai été officiellement marqué comme une personne ayant commis une faute grave, une rebelle. C'était le début de l'ostracisation. J'étais à Marseille, mais je sentais le poids de leur jugement. J'étais libre, mais j'étais effacé de leur monde. Maître Dubois m'a dit « Océane, nous avons sécurisé les fonds. Maintenant, nous devons passer à l'étape suivante. Vous devez déposer plainte contre Arthur pour fraude et abus de faiblesse, en particulier en ce qui concerne Sœur Charpentier. Vous ne pouvez plus rester dans l'ombre. » C'est là que le véritable courage a été nécessaire. Non seulement je devais témoigner contre mon mari, mais je devais revenir dans la lumière, risquer d'être retrouvé et confronté à la colère d'Arthur, qui était désormais un homme désespéré et cerné. Je devais quitter ma cachette à Marseille et me rendre à Paris pour rencontrer Maître Dubois en personne, pour entamer la procédure qui allait non seulement me libérer définitivement, mais aussi le mettre derrière les barreaux. Le voyage vers Paris, cette fois, n'était pas une fuite, mais une charge. La femme soumise était morte à Tours. À sa place, une femme de 43 ans, armée de preuves et d'une détermination implacable, se préparait à affronter son passé. Mais Arthur avait un dernier atout dans sa manche. Juste avant mon départ de Marseille,
Mon fils a reçu un appel anonyme qui a fait basculer la situation dans une dimension encore plus sombre, prouvant qu'Arthur était prêt à franchir toutes les limites. Je vais vous raconter comment Arthur a utilisé la violence pour tenter de m'empêcher de témoigner, et comment mon fils a risqué sa vie pour me protéger. Préparez-vous, car la fin de cette histoire est la plus terrifiante de toutes. Je me suis retrouvée à Marseille, mes chéris, en 1997, dans cette petite chambre qui devait être mon sanctuaire, mais qui est vite devenue le camp de base d'une guerre psychologique. J'avais enfin le courage de faire le voyage vers Paris, non plus pour fuir, mais pour déposer plainte. Arthur était un lion en cage. Il avait perdu l'argent, il avait perdu la face devant le notaire, et il savait qu'il allait perdre sa liberté si je parlais. Il ne lui restait qu'une seule carte à jouer, la violence. L'appel anonyme est arrivé un soir, juste avant que mon fils, Arthur Junior, et moi ne prenions le train pour Paris. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'il ne décroche. Il était nerveux, toujours sur le qui-vive. J'ai vu son visage se décomposer. Il est devenu livide, ses yeux fixés sur le mur comme s'il voyait un fantôme. « Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Qui était-ce » C'était une voix anonyme. « Maman. » Quelqu'un qui connaît Arthur. Il a dit que papa sait que nous partons pour Paris. Mon cœur s'est arrêté. Comment pouvait-il savoir? Nous avions pris toutes les précautions. Il a dit que papa ne veut pas que tu arrives au cabinet de Maître Dubois. Il a dit que si tu arrives, il veut que ce soit sans les documents originaux. Arthur Junior a tremblé en racontant le reste de l'appel. L'informateur, qui se présentait comme un ami qui ne veut plus voir ça, a révélé le plan d'Arthur. Arthur avait engagé quelqu'un. Pas un témoin de Jéhovah, mais un homme de main. Son travail était simple. Intercepter mon fils, qui était le gardien des preuves originales déposées au coffre-fort de la banque à Paris, et récupérer le carnet. S'il ne pouvait pas le récupérer, il devait le détruire. La menace était claire. S'il coopère, il est libre. S'il résiste, vous ne le reverrez jamais. Mon sang s'est glacé, non pas par peur pour moi, mais par terreur pour mon enfant. Arthur était prêt à sacrifier son propre fils pour sauver sa réputation et éviter la prison. Le pilier de la congrégation, l'ancien respecté, était un criminel qui engageait des voyous. Je voulais appeler la police immédiatement, mais Arthur Junior m'a retenu. « Non, maman, on ne peut pas. Si on appelle la police ici, ils vont contacter Tours et on risque d'être renvoyé là-bas à cause de la plainte de papa. Et si on dit la vérité, papa va nier et on va avoir l'air de devenir paranoïaque. » Mon fils avait raison. Nous devions nous débrouiller seuls et nous concentrer sur l'essentiel. Arriver à Paris, déposer la plainte et sécuriser les preuves originales. Je me suis dit, « Sais-tu, Océane, à quel point tu as été aveugle? Tu as vécu avec ce monstre pendant 43 ans. Nous avons changé tous nos plans. Nous devions partir immédiatement, dans la nuit, par des moyens qui n'étaient pas traçables. Nous avons abandonné les billets de train et avons opté pour une voiture de location, payée en espèces par mon fils, avec un itinéraire sinueux pour brouiller les pistes. Le voyage de Marseille à Paris fut une torture. Chaque kilomètre était semé d'angoisse. Je regardais par la fenêtre, les lumières de la France qui défilaient, mais je ne voyais que l'ombre d'Arthur planant au-dessus de nous. Mon fils était épuisé, mais il conduisait avec une détermination que je ne lui avais jamais vue. Il était mon protecteur, l'homme qui, à l'âge adulte, se retrouvait à sauver sa mère des griffes de son père. Me revoilà, mes chéris, en pleine nuit sur l'autoroute, avec le poids du carnet sur les genoux, sachant que la vie de mon fils dépendait de la rapidité avec laquelle nous atteindrions la capitale. Avant de continuer cette histoire effrayante, je voulais demander à vous tous qui m'écoutez. Vous êtes déjà sentis aussi seuls, face à un danger où vous ne pouviez faire confiance à personne d'autre que vous-même. Laissez votre cœur dans les commentaires si cette histoire vous touche. Cela donne du courage à cette vieille dame. Nous sommes arrivés aux portes de Paris à l'aube. La ville était encore endormie. Nous nous sommes arrêtés dans une petite station-service dans la banlieue, près de Massy. Mon fils m'a regardé. Il avait un plan. « Maman, Maître Dubois t'attend à 10 heures. Tu dois y aller seul. »« Quoi ? Mais je ne veux pas te laisser. » Il m'a pris la main. C'est la seule façon de le semer. Papa s'attend à ce que nous arrivions ensemble et il pense que le carnet est avec moi.
Je vais prendre une direction différente, faire semblant de me rendre à la banque pour récupérer les originaux. Je vais les attirer, et pendant ce temps, tu iras chez l'avocat avec les copies numérisées pour déposer la plainte. C'était un plan risqué et je ne voulais pas l'accepter. Mon instinct maternel hurlait. Je ne pouvais pas envoyer mon fils à la rencontre d'hommes engagés par Arthur. Mais maman, si nous y allons ensemble et qu'il nous intercepte, nous perdons tout. Nous perdons la plainte, nous perdons les preuves, et tu seras renvoyée à Tours comme une folle. Laisse-moi faire ça. Dans ses yeux, je n'ai pas vu la peur, mais une résignation terrible. Il était prêt à prendre tous les risques pour ma liberté. J'ai cédé, la gorge serrée par les larmes. Je lui ai donné le carnet pour qu'il le mette en sécurité dans le coffre-fort, avec l'instruction formelle de ne pas le sortir, même sous la contrainte, et de ne pas se rendre à la banque sans mettre du bois. C'était juste une manœuvre de diversion. Je me suis séparée de mon fils dans cette banlieue grise de Paris. Je suis montée dans un taxi, le cœur battant à tout rompre, regardant dans le rétroviseur la silhouette de mon fils s'éloigner, marchant seul dans les rues vides de l'Aube. J'ai passé le trajet jusqu'au cabinet d'avocat, Maître Dubois étant près des Champs-Élysées, à prier comme je n'avais pas prié depuis des années. Non pas le Jéhovah que Arthur vénérait, mais un Dieu de justice et de protection. Quand je suis arrivée au cabinet, j'étais tremblante. Maître Dubois m'a accueillie avec un calme qui contrastait avec le chaos dans ma tête. « Océane, asseyez-vous, nous n'avons pas de temps à perdre. Où est Arthur Junior ?» J'ai tout expliqué, l'appel, le plan de diversion. L'avocat a immédiatement compris la gravité de la situation. Il a appelé la banque pour s'assurer que personne n'était autorisé à accéder au coffre-fort sans sa présence. Nous avons commencé à remplir les documents de la plainte pour fraude, abus de faiblesse et détournement de fonds contre Arthur en utilisant les copies numérisées comme preuves initiales. Pendant que je dictais les détails sordides de l'affaire Charpentier, de l'intimidation et des menaces, le téléphone de l'avocat a sonné. C'était mon fils. J'ai vu l'expression de Maître Dubois se durcir, passant de la concentration à l'urgence. Arthur Junior était en danger. Il avait été suivi depuis le moment où il avait quitté la voiture. Il avait repéré 2 hommes dans une berline noire qui le filaient. Il avait réussi à les semer dans le labyrinthe des rues près de la gare Montparnasse. Mais ils l'attendaient. « Maman, je crois qu'ils ont compris que je ne vais pas à la banque. Je suis coincée dans une ruelle. Ils sont 2, maman. » J'ai arraché le téléphone des mains de Maître Dubois. « Mon chéri, cache-toi, ne résiste pas. Cours !» J'entendais le bruit de la respiration de mon fils essoufflé. Et puis, j'ai entendu d'autres bruits. Des voix d'hommes, fortes et graves. « On sait que tu as le carnet, le gamin. Donne-le-nous, et on te laisse tranquille. » J'ai hurlé dans le téléphone, mais mon fils n'a pas répondu. J'ai entendu un bruit sourd, comme un téléphone qui tombe sur du béton, et un cri étouffé. Puis, plus rien. Silence. Maître Dubois a pris la situation en main. Il a appelé la police de Paris, donnant la localisation de la dernière cellule téléphonique de mon fils. « Océane, nous devons terminer la plainte maintenant. Plus vite nous l'aurons déposée, plus vite Arthur sera considéré comme un suspect et pas seulement comme un mari inquiet. Votre fils sera protégé par la loi. » J'étais en état de choc. Mon fils était en train de se battre, ou pire, d'être retenu, à cause de ma décision de me battre pour la vérité. J'ai terminé la plainte sous la supervision de l'avocat, chaque mot gravé dans la haine. Arthur n'était plus mon mari. Il était mon agresseur, et maintenant, l'agresseur de mon enfant. La plainte a été déposée. Maître Dubois a utilisé ses contacts pour s'assurer que le procureur prenne l'affaire au sérieux, surtout après le signalement de l'agression de mon fils. Mais le mal était fait. Arthur Junior avait disparu, et les hommes de main d'Arthur avaient réussi à le capturer. Je me suis retrouvée seule dans le cabinet de Maître Dubois, désormais officiellement une plaignante, mais complètement démunie. J'avais échangé ma soumission contre la liberté, mais au prix de la sécurité de mon fils. Arthur avait franchi la ligne. Il avait kidnappé son propre enfant. Je vais vous raconter, mes chéris, dans la prochaine partie, comment cette situation a dégénéré en une prise d'otage, la réaction de la police et comment la vérité a finalement éclaté au grand jour, même au sein de l'organisation. C'est la fin de cette histoire qui a marqué ma vie à jamais.